Mahomet, Mohamed, Muhammad, quelle explication? Quand un mot, quel qu'il soit, passe d'une langue dans une autre, il subit le plus souvent des transformations de prononciation, d'orthographe ou de morphologie, car il doit s'adapter à sa langue d'accueil. L'arabe de la grande époque des traductions savantes, à Bagdad, dans l'Empire abbasside, au début du IXe siècle, l'arabe des grandes traductions n'a pas échappé à la règle. Ainsi, le nom du philosophe grec Platon, à prononcer Platone, est écrit en grec avec le grand O, dit oméga, qui n'existe pas en arabe. Alors, le O de oméga est devenu en arabe ou la voyelle longue, et cela parce que la voyelle O n'existe pas en arabe. L'arabe ne possède en effet que 3 timbres vocaliques. Le A dit fatha, le I dit kesra et le OU à prononcer OU dit damma. Les voyelles correspondant à ces 3 timbres peuvent être soit longues, soit brèves. Pour Platon, il y avait un autre problème, car la morphologie de l'arabe n'autorise pas une double consonne en début de mot. Dans ce cas, on doit préfixer un A, un alif. C'est pourquoi le grec Platon, Platone, est rendu en arabe par Aflatoun. Mais pourquoi encore un F au lieu du P? Eh bien, parce qu'en arabe, le P n'existe pas. Il a par contre la consonne dite spirante F, qui a le même point d'articulation, bilabial, c'est-à-dire prononcé au niveau des lèvres. Il y avait aussi la possibilité du B, mais cela aurait été plus difficile à prononcer, donc c'est le F qui a été choisi. En outre, comme il s'agit d'un nom ressenti comme étranger, le T simple du grec a été rendu par le T emphatique de l'arabe, le ta. On a donc là un exemple de quadruple transformation pour qu'un nom étranger s'adapte aux normes de l'arabe. Ce qui s'est passé du grec à l'arabe se produit évidemment de façon similaire dans les échanges entre toutes les autres langues, et cela en fonction des règles linguistiques propres à chacune de ces langues. Dans tous les cas, ce sont les règles de la langue d'accueil qui s'appliquent. Ce ne sont pas celles de la langue de départ. Que s'est-il donc passé pour aboutir à nommer le prophète de l'islam Mahomet? Il faut partir de la première traduction du Coran en latin. Elle date du XIIe siècle, en 1142, et elle est intitulée « Lex Mahomet », donc la loi de Mahomet. Le traducteur, Robert de Ketton, était un religieux catholique, mathématicien et astronome, qui vivait en Navarre, au nord de l'Espagne, alors que le sud de l'actuelle Espagne appartenait au pouvoir musulman de l'Andalous. Quant à la première traduction française, elle date du XVIIe siècle, 1647. Elle est intitulée « L'Alcoran de Mahomet ». C'est à partir de ce nom que la religion musulmane a longtemps été qualifiée en Europe de mahométisme ou de mahométisme. Ses fidèles ont été désignés comme des mahométans au moins jusqu'au début du XXe siècle. Dans le cas de Mahomet ou de Mahomet, on a donc au départ une adaptation d'un nom étranger qui, à l'époque de ses traductions,
ne tenait pas compte des règles linguistiques que l'on prend en compte aujourd'hui. C'est le cas d'ailleurs d'autres noms, qui sont encore beaucoup plus transformés, comme Avicenne pour Ibn Sina ou Averroès pour Ibn Rushd. Quant au mot musulman lui-même, il ne semble entrer dans l'usage en français qu'à partir du turc Müslüman, donc seulement à partir de l'époque ottomane et probablement pas avant le XVIIe siècle. Certains intervenants se sont demandé pourquoi. Dans cette reconstruction du nom dans les langues européennes, le nom du prophète de l'islam se termine par un T et pas par un D. La raison est purement phonétique. Il s'agit de l'assourdissement des consonnes dites sonores en fin de mot, et cela en vertu d'un principe d'économie. Autrement dit, pour ne pas faire un effort vocal inutile. Dans une langue comme le turc, c'est d'ailleurs cette règle phonétique de l'assourdissement des finales qui s'applique et qui explique un nom comme Mehmet avec la terminaison du T au lieu du D. Il faut savoir en effet que ces deux consonnes, le T et le D, toutes les deux dites dentales occlusives. Ce qu'on appelle leur point d'articulation est en effet au niveau des dents avec fermeture, sans laisser passer de souffle entre les dents. Ces deux consonnes donc ont pour seule différence le fait que l'une est sourde, c'est-à-dire sans vibration des cordes vocales, et l'autre sonore, donc avec vibration. C'est ainsi qu'en turc, le D réapparaît si la lettre finale est suivie d'une voyelle qui sonorise à nouveau la consonne. C'est le cas si on veut dire mon Mehmet, c'est Mehmedim avec le suffixe im, mon, qui s'ajoute en fin du mot selon les règles grammaticales de la langue turque. Quant aux formes Mohamed ou Mohamed avec deux M, elles relèvent du parler oral, c'est-à-dire de ce que l'on croit entendre. Ces formes sont donc fautives par rapport à la forme correcte de l'arabe, puisque le O et le E n'existent pas en arabe. En plus de cela, on ne peut pas prononcer correctement, puisque le Ha pharyngal n'existe pas en français. En plus de cela encore, dans l'une des deux formes, il y a un M qui manque, quand on a Mohamed avec un seul M. Si on en vient maintenant à la linguistique moderne, la forme utilisée par les linguistes, spécialistes de l'arabe, correspond à ce qu'on appelle la transcription en caractère latin de l'alphabet arabe. Ces linguistes écrivent donc Muhammad en mettant un point sous le Ha pour montrer qu'il s'agit de la consonne pharyngale et pas de l'autre Ha de l'arabe que l'on trouve par exemple dans le mot hawa, l'air, et qui est une consonne glottale. Pour résumer tout cela, on dira que la forme du nom du prophète de l'islam est différente, selon qu'on est dans le registre des écrits académiques, dans celui de l'expression courante ou dans la transcription exacte de l'arabe. Dans le registre académique, jusqu'à une période récente, on utilisait majoritairement Mahomet. C'est ce que j'ai fait moi-même dans mes livres. Actuellement, cette tendance recule et on trouve souvent la forme transcrite Muhammad avec ou sans point sous le Ha. Dans le registre courant, y compris journalistique, on trouve souvent Mohamed ou Mohammed qui, par rapport à l'arabe, sont donc des formes fautives d'origine orale. Par contre, chez les linguistes, dans le cas de la transcription des mots arabes en caractère latin, seul Muhammad avec un point sous le H est autorisé. À côté de cela,
il y a une élucubration qui fait fureur. C'est celle qui consiste à dire que la forme Mahomet aurait été inventée pour dénigrer le prophète de l'islam. Ceux qui soutiennent cette théorie affirment que le nom Mahomet aurait été fabriqué sciemment à partir de 2 mots. Le premier mot serait la négation ma, ne pas. Le second mot serait humid, le verbe au passif, avec le sens être louangé. Ce serait l'association de 2 mots, donc ma plus humid, qui serait à l'origine de la dénomination Mahomet. Ceux qui disent cela oublient de remarquer que la forme correcte en arabe de la négation plus le verbe au passif, c'est ma humida. Ce n'est pas ma humid. Et d'ailleurs, en plus, comment expliquer le T final? Il s'agit donc d'une élucubration absurde qui doit dater du milieu du XXe siècle. Je ne sais pas du tout qui a lancé cette explication stupide. Elle a en tout cas un aspect clairement victimaire et même des relents complotistes. Quant au statut morphologique du mot arabe Muhammad, avant qu'il ne devienne un nom propre, il est bâti sur une forme de participe passif du verbe dérivé de 2e forme hammada, qui veut dire prononcer un hamd, c'est-à-dire prononcer une louange. Ce verbe s'est spécialisé pour dire louange à Allah, alhamdulillah. Quelqu'un qui est dit au sens du participe passif Muhammad, c'est donc celui qui reçoit les louanges de son Dieu, pas les louanges des hommes. Je terminerai en disant que la déformation la plus extrême, non pas pour le prophète de l'islam, mais pour ceux qui portent un prénom qui renvoie à Muhammad, c'est finalement Mamadou, dans les langues africaines. Un autre point reste à éclaircir, c'est celui du très petit nombre de mentions du nom propre Muhammad dans le Coran. Cela tranche avec les nombreuses mentions des noms de ceux que le Coran désigne comme des prophètes antérieurs. Je reviendrai sur ce sujet dans un prochain podcast. À bientôt.